In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours de cela, a été diffusée une nouvelle vidéo d'une chaîne consoeur, un confrère qui s'appelle Geekology aka Captain Morpheus ou Captain Morpheus aka Geekology, vous choisissez l'ordre. Et cette nouvelle vidéo, cette nouvelle émission a été un petit peu plus ambitieuse que les précédentes parce que déjà, ne serait-ce que par la durée, c'est pas un live. C'est une véritable émission dans laquelle il y avait lui et d'autres personnes, mais surtout lui et plein de questions. C'est dans le cadre d'une émission qui s'appelle Z Sérieux. Et la thématique de cette émission assez exceptionnelle, c'était tout simplement la culture comics en France, c'est dur. Avec un point d'interrogation ou un point d'exclamation, je ne sais pas. Et c'est plus ou moins ça. Et je me suis dit, tiens, c'est le bon moment pour le hyper, le prendre par le col et dire, est-ce qu'on pourrait avoir une conversation entre cinéphiles? Oui. Même si je me considère pas en tant que tel, tu me mets un petit peu la pression avec tout ça. Mais non, mais c'est vrai. Oui, j'ai fait ce truc-là. En fait, bon, j'ai un format sur ma chaîne qui est un billet d'humeur qui s'appelle Z Sérieux. Donc, déjà, qui est un peu satirique. C'est vrai que les gens vont peut-être un peu être étonnés parce que c'est vrai que tu m'as introduit comme ma chaîne, c'est Geekology, Captain Morpheus. Captain Morpheus, c'est un personnage. Là, aujourd'hui, vous allez avoir Cyril, hein, le vrai, le moi, hein, parce que je respecte beaucoup Samir et de ce fait, par ce fait, je descends le masque avec lui pour justement, voilà, discuter de les lunettes. Tu descends plutôt les lunettes, on va dire ça comme ça. C'est ça, voilà. Mais disons que oui, c'est au-delà de, je considère même pas que c'est un film ou un documentaire, c'est un gros billet d'humeur, beaucoup plus référencé, beaucoup plus archivé. Pourquoi j'ai fait ce truc-là? Mais je pense en premier lieu, c'est ce qui est ressorti et c'est parmi tous les emails que je reçois, je pense que les gens l'ont bien capté, c'est que moi j'avais moi-même des interrogations. C'est-à-dire que ça a été une espèce de laboratoire aussi pour moi, pour essayer de comprendre le phénomène. Tu vois, et pour moi, il y a un phénomène, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cinéma et surtout, on va parler de films de genre que aux États-Unis ils appellent CBM, c'est-à-dire Comics Based Movie. Et c'est vrai que j'avais besoin de comprendre parce que moi, c'est vrai que je suis pris entre les deux cultures de par mes origines et de par les endroits où j'ai vécu. Donc, c'est vrai que j'avais à cœur, là, pour ce documentaire, d'essayer de comprendre déjà un sentiment que moi j'avais et de voir un peu la réaction des gens. Et j'étais agréablement surpris. Je pense que j'étais parti sur un postulat peut-être qui était un peu négatif au départ, si tu veux, au moment où je démarre le documentaire. Et en bout de ligne, je finis plein d'espoir. Donc, c'est ce qui en ressort. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, ton billet d'humeur, comme tu le dis, qui est un gros billet d'humeur, provoque et suscite en moi, éventuellement, beaucoup de questionnements. On y apprend des choses. Il y a un moment très intéressant où tu parles de ce que le Club Dorothée a pu, les répercussions du Club Dorothée dans le milieu du comics, mais aussi le fait que, je cite pêle-mêle, ce qui est assez paradoxal, c'est que par exemple, depuis une quinzaine d'années, depuis 20 ans, il y a une pléthore comme ça d'adaptations provenant de la culture comics. C'est de même devenu une espèce d'industrie. Et ben, on pourrait croire que ça a augmenté. Et pas du tout. Depuis maintenant les années 80, depuis le début des années 80, tu le dis avec chiffres à l'appui, parce que pour toi c'est très important. Les faits sont importants pour toi, ce que je trouve pour le coup intéressant. On partage cela et tu expliques, tu montres que depuis le début des années 80, la production, la part de marché du comics, c'est une espèce de dégringolade comme ça. Mais on va y revenir. Donc ce sont des questions que tu poses et comme tu poses des questions et que tu doutes, souvent tu essaies de comprendre là où ça fait mal, tu essaies aussi de pointer peut-être du doigt certaines personnes qui font des amalgames et c'est pour ça que je te charrie un peu en parlant de cinéphilie parce que tu parles de la cinéphilie et ça aussi ça m'a beaucoup interrogé et je pense qu'on va y revenir pour
ça m'a vraiment beaucoup perturbé cette notion de cinéphilie parce que je m'y retrouve pas un peu mais beaucoup et donc on va parler de tout ça tranquillement mais avant de commencer à parler de ce biais d'humeur, je peux pas ne pas te poser la question. Je sais que tu dis souvent que cette chaîne YouTube que tu as n'est pas une chaîne exclusivement consacrée au cinéma. C'est la culture comics. Mais que tu le veuilles ou non, et tu me l'avais dit une fois dans un live, que tu le veuilles ou non, le cinéma est arrivé comme ça par la grande porte, limite en donnant un gros coup de boule contre la porte, et tu ne pouvais pas ne pas y faire attention et tu pouvais pas ne pas le prendre en considération. C'est vrai. La première question que j'aimerais te poser, c'est que et là, je parle pas que de la culture comique, je parle dans un sens global du terme. Est-ce que la première image qui te vient à l'esprit, la fameuse image marquante que je pose souvent à mes questions, est-ce que pour toi, cette image marquante qui donc t'a construit et qui a fait que ce que tu es devenu aujourd'hui, est-ce que ce serait plutôt une image provenant d'un roman graphique, d'un comics ou d'une bande dessinée, ou est-ce que ce serait plutôt une image provenant d'une salle de cinéma, donc d'un film ou autre chose? Ça serait quoi cette image marquante? C'est une très bonne question. Effectivement, comme tu disais, ma chaîne, déjà, je veux définir ce qu'est ma chaîne. À la base, ma chaîne a été ouverte après la diffusion du Snyder Cut de Zack Snyder, c'est-à-dire cette vision, voilà. Et surtout parce que j'avais à cœur d'étudier, de montrer que dans le comics book, il y avait un sous-texte. Donc moi, comme j'ai une formation à la base où j'ai étudié la théologie, la mythologie, je me suis beaucoup intéressé à ces sujets. J'ai une grille de lecture même sur le comics qui est un peu différente du lecteur du comics habituel, si tu veux. Parce que j'aime pas le mot lambda, je suis comme toi. Donc le lecteur de comics habituel. Donc quand je crée cette chaîne-là, effectivement, comme tu l'as très bien dit, le cinéma a une part importante parce que déjà les gens de qui je suis entouré sont tous des gros fans de cinéma, beaucoup plus que moi. Et c'est intéressant la question que tu me poses parce que je me souviens quand j'étais petit, bien évidemment, j'ai lu des comics avant d'aller au cinéma. Ça, voilà. Mais si tu veux, la première image graphique que j'ai, moi, à ce moment-là, c'est de me dire, mon père m'amène au cinéma. J'ai le choix entre les Aristochats et Tron. Voilà, le film Tron dans les années 80. Et il m'amène voir Tron. Et quand je vois ce truc, donc on est dans la science-fiction, on est dans quasiment du transhumanisme, c'est-à-dire c'est des personnages qui rentrent dans leur conscience rentre dans un ordinateur. Je me dis, waouh, ça veut dire que ce que je lis dans les bandes dessinées, on peut le voir au cinéma. Donc déjà, je pense que dans ma structure d'enfant, à ce moment-là, il y a déjà ce chemin entre le comics book et le cinéma, parce que tout de suite, je pense que quand tu es un gamin, et que tu vois ces images qui sont figées, parce que c'est ça un comics, hein, tu as une scène, il y a une émotion, il y a une action qui est sur la scène. La première chose que tu as envie de le voir, c'est le voir bouger, de le voir s'animer. Donc je pense que tout lecteur de comics, enfin tous les gens qui ont commencé par le comics, ont ce désir-là. Donc au-delà d'une image en particulier, c'est plutôt l'envie de voir ces images s'animer, tu vois? Parce que je pense qu'on fait tous, les lecteurs de comics, dans nos têtes, quand on est en train de lire le comics, ou même un lecteur, tu sais, de littérature traditionnelle où il n'y a pas d'image, je pense qu'à un moment donné, il va se faire, comme disait Nougaro, hein, sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais mon cinéma. Mais c'est un peu ça en fait. On projette le film, on projette l'animation, on donne vie à nos personnages déjà dans notre imaginaire. Donc moi, la première image, je pense qu'elle est là en fait. Elle est dans cette transition où mon premier film au cinéma, c'est un film de science-fiction. Et bon, 99% de la culture comics de super-héros, c'est de la science-fiction. Donc, ça va se jouer dans ce truc-là. Mais oui, je pense que Tron m'a mis une claque quand j'étais petit, tu vois, à ce niveau-là. Me dire que c'était possible. C'était possible. Le film, le billet d'humeur que tu publies il y a quelques jours de cela, et tu le dis, c'est la question que tu poses dans ce billet d'humeur, c'est en gros, et tu me contredis si je me trompe, en gros, quelle est la différence entre le regard que portent les Américains sur leur propre culture, celle du comics, entre autres, mais aussi sur les adaptations cinématographiques. Ouais. Ça, c'est important parce que c'est vraiment ça qui fait le billet d'humeur. Et donc entre les Américains et les Français qui, eux, ont un regard bien évidemment beaucoup plus différent, à savoir que la culture comics, ça n'est pas leur propre culture, ils se le sont réappropriés
tant bien que mal. Et puis ensuite, comment eux-mêmes regardent les adaptations cinématographiques de cette culture qui vient des États-Unis. Pour toi, cette question, elle est, j'ai l'impression, extrêmement fondamentale. Ben oui. Mais comment cette question est apparue? Est-ce qu'elle est apparue sans indiscrétion à partir du moment où tu es venu vivre en France, ou c'était quelque chose quand même qui te prenait la tête depuis un certain temps? Non, parce que si tu veux, la question elle est fondamentale par rapport à ce que je suis. C'est-à-dire que là, je suis métisse, comme tu peux le constater, et si tu veux, dans ma culture aussi, je suis métisse. Tu vois, je suis né en France, j'ai grandi en France, mais j'ai vécu énormément de temps en Amérique du Nord. Donc, ce qui se passe, c'est que je suis pris entre les deux cultures, de la même manière que je suis pris entre la culture espagnole et antillaise. Tu vois. Et il y a toujours, je pense que chez tous les métis, il y a à un moment donné, on a un peu le cul entre deux chaises et on essaye de comprendre quel est le meilleur des deux mondes, si tu veux. Moi, ce qui m'a frappé, enfin, ça m'a beaucoup plus frappé quand je suis revenu du Canada que quand je vivais en France. Comme tu as vu dans le documentaire, j'ai montré comment moi je suis tombé dans le comics. Je suis tombé en France dans les années 80, à une époque où c'était quelque chose qui était très présent dans la culture des jeunes garçons de cette époque. Tu pouvais pas aller dans un bureau tabac, un kiosque sans avoir un comics qui traînait quelque part. Et c'est vrai que la question fondamentale, elle est venue des discussions que j'ai pu avoir parce que je me suis rendu compte que la manière dont j'appréhendais moi cet univers était très américanisé en fait. Tu vois, parce que quand moi je discute avec mes amis outre-Atlantique, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, je connais énormément de YouTubeurs américains parce qu'à l'époque où je vivais là-bas, je faisais partie d'un groupe de personnes qui s'occupaient d'un site qui est le site officiel de Superman Homepage, et j'étais rédacteur dans le forum à l'époque où le forum existait. Donc c'est vrai que moi j'avais plutôt un travail d'archiviste, surtout au niveau des comics, vu que j'ai une grosse culture sur le personnage de Superman, déjà de ce côté-là. J'avais vraiment une vision, j'ai pas peur de le dire, un peu orthodoxe du comics, c'est-à-dire une vision extrême, parce que là-bas, ils sont extrêmement exigeants sur le matériel de base. C'est-à-dire que moi, ce que j'arrivais pas à comprendre, c'est que le petit garçon en moi qui est né ici dans les années 80, il comprenait pas comment aujourd'hui, que j'arrive à l'âge adulte, je ne retrouve pas cette exigence, parce que à l'époque où moi j'ai grandi, les gens qui lisaient des comics, on était tous plus ou moins des spécialistes, tu sais, des gens qui savaient dans quel numéro il y avait telle intrigue pour pouvoir se connecter à telle intrigue. D'ailleurs, j'ai rencontré Camille Pascal lors d'un live qui a une chaîne qui s'appelle La Taverne de Lug, et il est complètement dans ce truc-là. Il pourrait vivre aux États-Unis sans problème. Et qui est dans le billet d'humeur d'ailleurs. Oui, qui est là, il est juste incroyable. Un jour dans un live, j'ai sorti un Strange, les vieux Strange qu'on lisait de Marvel à l'époque, et il m'a sorti à un chiffre près le numéro du Strange. Je veux dire, c'est juste incroyable. Mais il y a ce genre d'énergumène, et il y en a beaucoup du côté américain. Et c'est vrai que quand je vois mes comparses américains sortir une vidéo sur un film qui vient de sortir, que je vois leurs réactions et que je vois les réactions qu'on a en France, j'arrivais pas à m'expliquer le degré de différence. C'est-à-dire que je veux bien que ça soit pas dans l'ADN français à la base, mais il y avait un degré de différence, et effectivement, cette différence, elle vient de cette exigence qui existe là-bas, que je retrouve en moi. Souvent, je suis très exigeant sur des détails, alors que finalement, c'est pour l'œuvre cinématographique, dans un premier temps, c'est pas quelque chose d'important. Mais après, on parlera de la partie, parce que moi, mon métier, malgré toutes mes passions, mon métier, c'est les sciences cognitives dans le management. Donc, j'ai une autre grille de lecture encore sur la compréhension de tout ça. Mais et que tu utilises dans le film d'ailleurs pour comprendre oui, parce que il y a beaucoup de choses que tu parles dans ce film. Je t'interromps pas, je te laisse terminer, puis on va revenir là-dessus. Mais juste pour synthétiser, c'était ça en fait, c'est que j'avais besoin de m'expliquer la différence. C'est-à-dire que moi, je dis souvent, j'ai des conversations lunaires avec le public français. Ces conversations-là, je ne les ai pas outre-Atlantique. Pour la simple et bonne raison que je pense que mon cerveau vibre à une fréquence qui est exactement la même que la leur, parce que c'est leur culture, parce que c'est leur bébé. Et pourtant, c'est des réalisateurs, des cinématographes américains qui
font les films, tu vois. Mais encore une fois, on a eu des, il y a eu des citations là de par exemple de Patty Jenkins qui produit les Wonder Woman. Tu comprends bien qu'avec ce genre de des fois, tu vois, là, je pense Amérique, donc j'ai envie de parler anglais. Statement. Avec ce genre d'annonce, elle va se faire défoncer par les fans. Et que tu te rends compte qu'on confie, si tu veux, les Américains, ils ont les amoureux du comics américain ont l'impression qu'on confie leur bébé à des gens qui sont pas compétents pour pouvoir retranscrire la totalité de l'essence de ce que eux, ils ont l'habitude de lire ou l'habitude de voir. Et c'est là-dedans, en fait, c'est dans ce niveau d'exigence, si tu veux, que j'ai remarqué que le public français est beaucoup plus tolérant. Voilà. Il y a un niveau de tolérance chez le public français et dans une partie aussi du public international qui n'existe pas aux États-Unis. Aux États-Unis, on a vraiment une orthodoxie par rapport à ça. On est vraiment entre deux visions quasiment. Je dis souvent qu'il y a beaucoup de théologie dans les comics, mais là, on est quasiment là-dedans. Là. On est vraiment sur quelque chose de sacré. Et là, quand il y a quelque chose qui n'est pas retranscrit comme il faut, mais on est carrément dans le blasphématoire, quoi. Si tu veux, hein. On arrive à s'il n'y avait pas eu cette vie en Amérique du Nord, il n'y aurait pas eu l'écologie, il n'y aurait pas eu ce Z sérieux, il n'y aurait pas eu ce billet d'humeur. Non. Mais c'est ça, en fait. C'est que ça constitue mon ADN culturel. Il est vraiment entre ces deux cultures. Et je le remarque pour une raison très simple. C'est-à-dire que je vais regarder un film qui n'est pas comics-based. Je vais être bon public, alors que d'autres vont être un peu plus sévères sur le film. Et dès que ça touche au film comics-based, il y a une espèce de barrière qui se met, de défensive, et je me rends compte que là, je deviens exigeant. Alors que pour le reste, je le suis beaucoup moins. Tu vois? Donc, c'est dans la culture comique, je pense qu'il y a ce degré d'exigence-là. Mais tu vois, c'est pas, pardonne-moi de faire là pour le coup, c'est pas une digression, mais c'est vrai qu'on n'est plus dans la progression de la conversation, mais parce que là tu touches un point qui est très important et qui en même temps est assez conséquent dans ce billet d'humeur, c'est que c'est effectivement le regard tout simplement une certaine frange des spectateurs, des cinéphiles, et là c'est plutôt les Français dont tu parles. Mais moi, ce qui m'a assez interrogé à partir de ce moment-là, c'est que, sauf erreur de ma part, c'est une. Je pense que, regarde, par exemple, je vais prendre mon exemple pour le coup. Tu le sais bien que je n'ai pas une grande sensibilité vis-à-vis du cinéma de Zack Snyder et le dernier film en l'occurrence, enfin. La Snyder Cut, c'est pas un film que j'ai plutôt apprécié, que j'ai plutôt déprécié. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est pas parce que je l'ai déprécié qui fait de moi quelqu'un qui petit 1 n'aime pas les comics, petit 1 se fiche de l'adaptation de comics, ou qui ne se dit pas ça n'est pas grave. C'est pas grave si c'est mal adapté. Non, en fait, moi, ce qui me fait chier dans ce film, comme qui peut me faire chier dans certains films adaptés de chez Marvel, c'est tout simplement la mise en scène. En fait, oui, mais carrément. Ça n'est juste que ça. Ça n'est pas autre chose. Ça, je me permets. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que. Alors, juste, je termine. C'est pour ça que dans le film, ce qui peut peut-être susciter quelque chose d'assez. Oui, c'est le fait de généraliser, en fait, de dire les cinéphiles. Et mais je pense, à mon avis, il y a toujours des gens un peu, comment dire, qui font beaucoup d'amalgames. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que si les cinéphiles, comme tu dis, ne sont pas sensibles à ça, je pense que ça soit surtout lié à la mise en scène. Chez Marvel, on sait maintenant qu'il y a une uniformisation de la mise en scène, malheureusement, dans les adaptations Marvel, qui font qu'on ne trouve pas de style finalement. Moi, je pense que c'est plus enfin, me concernant, c'est juste la mise en scène qui me gêne. C'est pas parce que c'est un comics ou tu vois, je vais pas me poser les questions qu'à un moment tu poses en 5-6 points. Et... Dans le docu, je voulais le faire, je voulais le citer, mais je voulais pas, si tu veux, indexer certaines personnes et d'autres. C'est vrai que quand je parle des cinéphiles, je vais parler
du public cinéphile. D'accord? Je ne vais pas parler des gens comme toi qui, pour moi, je vais te dire, c'est pas pour te dresser des fleurs parce que je suis là dans ton émission, mais c'est surtout parce que j'ai deux personnes que je suis sur le plan de vue critique cinéma, parce que je suis très attaché à la sagesse, Samir. Tu vois? Et je trouve que les gens manquent de sagesse dans leur critique cinéma. Alors, qu'est-ce que j'englobe dans la sagesse? J'englobe la compétence et j'englobe vraiment le j'aime pas plutôt que c'est nul. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu veux, chez Mérez, je retrouve un côté technique quand il va parler de ses critiques, et chez toi, je retrouve le côté romantique. J'ai besoin des deux. Tu vois, j'ai besoin du cerveau droit, du cerveau gauche pour moi faire une analyse. Et c'est vrai que quand je parle des cinéphiles, je ne t'inclus pas dedans. D'accord? Il y a juste un truc un jour tu as dit et qui m'a fait réagir, c'est en fait, il n'y a pas de règle. Effectivement, quand tu écris un comics, tu te rends bien compte que dans l'imaginaire, il n'y a pas de règle. Quand tu fais un film, il n'y a pas de règle non plus. Ensuite, je pense que quand tu dois marier deux cultures, comme c'est le cas avec le cinéma et la bande dessinée, je pense que là, par contre, il y a des règles de synergie qui doivent être respectées. C'est très important ce que tu dis. Oui. Et c'est pourquoi, et pardonne-moi de t'interrompre, parce que dans le billet d'humeur, non, mais tu vas voir, tu vas reprendre la conversation tout de suite. Mais juste pour celles et ceux qui n'ont pas vu le billet d'humeur, sachez que dans le descriptif de cette vidéo, bien évidemment, il y a un lien qui renvoie et à la page et à la chaîne de Captain Morphuse, et surtout précisément à ce billet d'humeur. Non, parce qu'à un moment, il y a un sondage. Ouais. Très important. Et ça rejoint ce que tu vas dire là maintenant. Donc, je te laisse continuer. Tout à fait, parce qu'à un moment donné, c'est à quel niveau on doit respecter les deux cultures. C'est vrai que la culture comics, on va pas se mentir, pour la plupart des gens qui, là je parle des cinéphiles publics, pas des gens qui travaillent dans l'industrie du cinéma, comme toi, c'est que le comics c'est une sous-culture. Tu vois, il y a le géant du cinéma, puis il y a le petit comics. Donc moi, je me demandais à quel niveau, et c'est pour ça que j'ai repris. Tu penses que les gens considèrent que c'est une sous-culture? C'est sûr, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ouvert ma chaîne. D'accord? C'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne. Ma chaîne, elle n'est en réaction que de ça, en fait. D'accord? C'est-à-dire que souvent, on m'a un peu reproché que dans le documentaire, j'avais pas de contradiction. Il n'y avait pas de personne. Oui, le champ contre champ, exactement. Et ça, c'est pareil, parce que les gens, en fait, le but de mon documentaire, c'était pas de donner la parole aux gens, enfin, à un contradicteur, pour la simple et bonne raison que ce documentaire est une réponse à toutes les contradictions que je peux vivre et que les amateurs de comics vivent constamment avec les gens du cinéma. Donc là, j'étais pas dans un règlement de compte non plus, mais j'étais pas non plus dans « Ok les gars, on vous entend assez ». Moi, je suis entouré que de cinéphiles, donc je suis le seul avec Melvin dans le groupe des Vengeurs qui lisent vraiment des comics de façon intensive. Donc là, j'étais plutôt dans cette démarche-là. Mais pour revenir au sondage, il est quand même éloquent parce que finalement, on se retrouve avec des Américains qui sont beaucoup plus sages dans leurs réponses, dans la mesure où pour eux, sur 100% de l'œuvre, on doit faire moitié-moitié. Moitié-moitié doit revenir aux comics et moitié-moitié doit revenir au cinéma. Le problème, c'est que, et là où je te rejoins, c'est que dans les mises en scène, dans la façon dont c'est shooté et tout ça, tu peux avoir une sensibilité ou pas, mais dans l'appréciation et le respect de l'œuvre, on est sur du 80-20, c'est-à-dire que le cinéma a pris 80% de la place, et il reste que 20%, voire des fois 10% pour le comics. Et c'est là que nous, on réagit, parce qu'on ne retrouve pas à l'écran ce que nous, on a lu, mais pire que ça, et là, je l'ai montré dans le documentaire, quand un gamin va voir un film et que derrière, il va aller dans une librairie acheter un comics, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'il va déprécier le comics parce qu'il ne retrouve pas dans le comics ce qu'il a vu dans le film, alors qu'à la base, le matériel de base, ça reste quand même le comics. Donc, tu vois, et c'est pour ça, ça répond un peu à ce que tu disais tout à l'heure, que contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ces films-là n'ont pas relancé l'industrie du comics. D'ailleurs, il faut savoir que Marvel, au moment où ils lancent leur premier film, ils sont à la veille de fermer. C'est-à-dire que Marvel fermait à ce moment-là. Il n'y avait plus les comics, ça allait dégringoler. Enfin, ils étaient à la veille de fermer. Les films ont relancé la franchise, mais ils n'ont pas relancé les lectures de comics. Et ils ont créé un nouveau public qui, lui, est amoureux de personnages de comics, mais qui ne lit pas de comics et qui ne s'y intéresse pas et qui ne veut pas s'y intéresser. Alors, il y a une chose sur laquelle je suis entièrement d'accord avec toi.
pour le coup, et je ne peux pas le. Enfin, tu as entièrement raison. C'est que effectivement, la plupart des gens, la plupart des financiers, maintenant ce sont des financiers, ce ne sont plus réellement des producteurs. Je ne pense pas que Kevin Feige soit un véritable producteur de cinéma. Je pense que c'est un financier. On est d'accord. Et je crois que effectivement, ils utilisent l'essence même du cinéma, mais ils l'utilisent mal. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent comme si, ils l'utilisent en fait comme tous les créateurs de comics. Ils veulent reprendre l'essence du comics dans le matériel cinématographique, alors que ce sont des choses complètement antinomiques. Alors qu'au contraire, il faudrait qu'ils utilisent le comics pour parler de la société et se dire, maintenant, nous avons besoin de cinéastes, c'est-à-dire des gens avec un regard sur la société, avec une mise en scène, avec quelque chose qui vont utiliser. Alors là, c'est là où peut-être toi et moi, on n'est pas d'accord, mais en même temps, je comprends aussi ton point de vue et ton positionnement, parce que j'ai le même aussi dans ma cinéphilie. C'est-à-dire que je peux être aussi comme cela. Donc, je comprends parfaitement cette position qui n'est pas extrémiste, qui est juste une position très subjective. Voilà. Oui. Mais là où je te rejoins, c'est que je pense ils ont décliné de manière extraordinaire et pas forcément passionnante l'univers Marvel en utilisant le cinéma ou la série télé, alors qu'ils devraient plutôt explorer et développer le comics comme tu le connais. Mais là où ça aurait pu être intéressant, c'est de dire on a une base qui est extraordinaire et on va demander maintenant, comme on a une base littéraire, la littérature, on a le comics, et on va demander à des cinéastes, à des bons cinéastes, de s'en emparer, de faire ce qu'ils peuvent, de peut-être prendre des choses qui vont peut-être déplaire aux fans, mais au moins il y aura des films. Qu'on le veuille ou non, qu'on apprécie ou pas Christopher Nolan, Tim Burton, Sam Raimi, il y a quand même des gens derrière la caméra. On les voit, ces gens derrière la caméra. Il y a un truc. Mais quand on voit ce qui se passe chez Marvel ou dans quelques films du DCU, on est estomaqué. Et là, pour le coup, je préfère lire les comics. On est d'accord. Et c'est pour ça que moi, je distingue bien le MCU quand même. Par exemple, tu as parlé de Sam Raimi. Il nous a fait des films Marvel, Spider-Man vraiment magnifiques. Incroyable. Et donc, de l'autre côté, non, parce que je pense qu'à un moment, si tu veux faire ce genre de film, soit tu vas chercher un gars qui est un cinéaste pour le coup, qui a la culture comics, qui est à fond dans le comics et qui, lui, va savoir retranscrire le truc, ou soit tu vas chercher un Sam Raimi qui n'est pas forcément à fond dans le comics, mais qui a un tel talent pour mettre un truc à l'image que tu vas manger ta claque. Tu vois ? Mais il est cinéaste, parce qu'il est cinéaste. Voilà, mais là, on a un entre-deux. On a franchement, on a des commerciaux, on a des gens qui font du marketing. Je pense que Marvel, ils ont été, et là c'est mon côté de neurosciences et de sciences cognitives, ils ont beaucoup travaillé sur la partie marketing, c'est-à-dire qu'ils ont fait des films. Moi, je fais la distinction entre des films de super-héros et des films avec des super-héros, tu vois. C'est-à-dire que là, Marvel, on voit bien, ils ont acheté les droits d'exploitation des personnages pour les mettre à l'écran. Ils arrivent, alors au début, ils avaient besoin du public de niche, donc ils ont respecté une certaine essence, un certain décorum, si tu veux, qui a fait que le public de niche a commencé à lancer un enthousiasme par rapport à ces films. Une fois qu'ils ont chopé l'enthousiasme, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont dit maintenant, on va aller taper ce que moi j'appelle dans mon documentaire les early adopters et les innovateurs, c'est-à-dire les gens qui se hype des effets de mode. Donc là, tout d'un coup, on se retrouve avec un public profane qui n'y connaît rien et qui du coup, mais par contre, par ses intentions d'achat et par ses intentions de consommation, va augmenter les chiffres. Et c'est ce qui se passe en fait. Les chiffres montent. Et alors, qu'est-ce que ce public a besoin ? Ce public a besoin de bubblegum. Ce public a besoin d'humour. Ce public a besoin de rigoler, de passer un bon moment. Et donc, du coup, c'est là que ça a commencé à chuter au niveau du respect de l'œuvre de base. Je vais te donner un exemple chez Marvel que les connaisseurs connaîtront. Un exemple bien précis. On a Captain America et les Avengers, d'accord ? Il y a une phrase que Captain America sort constamment quand il est avec les Avengers. On a un premier film, on n'entend pas cette phrase. On a un deuxième film, on n'entend pas cette phrase. On arrive au dernier film, la dernière scène de combat, juste pour te dire. Et là, tu as Captain America qui dit « Avengers, rassemblement ». Mon gars, tu as la salle qui s'est levée. Elle s'est levée parce que là, tu as tous les puristes de comics frustrés depuis des années de ne pas avoir entendu cette phrase, tu vois,
et qui tout d'un coup, parce que ça c'est important, peut-être on en parlera ou je peux en parler tout de suite, la référence. Il n'y a rien de plus jubilatoire pour un lecteur de comics d'être dans la salle de cinéma et de capter une référence à un comics qu'il a lu et de voir son voisin à côté qui capte rien. C'est malheureux à dire, hein. C'est une espèce d'égoïsme un peu malsain, mais l'amoureux de comics, il joue, enfin, si tu veux jouer sur la corde sensible de l'amoureux du comics, tu vas intégrer des références. Et je peux te dire qu'au niveau du cerveau, il y a une hormone qu'on appelle la dopamine. Quand tu es capable de décoder la référence, tout d'un coup, tu as un shoot de dopamine dans la tête, tu vois. Et ça te fait apprécier le film, même si la mise en scène, elle est bidon. Ah, mais bon. mais c'est ça qui est problématique. Et c'est là où on ne sera jamais d'accord. C'est ça qui est problématique. Non, et justement, c'est ce que j'en ressors, moi, de mon documentaire. C'est ce que j'ai appris. Parce que si tu veux, moi, je me suis immergé de cinéphile parce que j'ai besoin de parfaire ma culture cinéma. Et ce qu'on retrouve chez l'amoureux de comics, on le retrouve chez le cinéphile. C'est-à-dire que le cinéphile, à partir du moment que le film est bon, il s'en fout de la matière comics. Alors que le hardcore, moi je suis entre les deux, je pense. Le hardcore fan de comics, à partir du moment où il y a les références, il s'en fout de la mise en scène. Tu vois? Et le problème, c'est que pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'on a éduqué ni l'un ni l'autre. Moi, je m'auto-éduque. C'est-à-dire en discutant avec des gens comme toi, en discutant avec des gens comme Redouane dans mon groupe ou avec des cinéphiles ou David d'Actu Ciné. Je me rééduque cinématographiquement pour apprécier quelque chose. Tu vois, par exemple, il y a le dernier film, là, Eternals, qui est sorti. Ben là, j'ai pu reconnaître la patte Snyder. Maintenant, je la reconnais. Je reconnais le côté un petit peu, tu vois, le côté voilà, de l'image et tout ça que j'avais pas avant. Et c'est vrai que je vais être plus hypé. Et ce film, il va diviser parce que justement, les fans de Marvel dont je te parlais, qui eux aiment le bubblegum, l'humour, tu vois, les couleurs à outrance et ce genre de choses, on va dire, c'est cinéphiles profanes au niveau du comics, ils vont pas aimer Eternals. Parce que Eternals, il prend une dimension qu'a pris Zack Snyder, qu'avait pris DC Comics à l'époque, et que les gars comme moi, on va kiffer. Parce que là, on est dans le divin, on est dans le cosmique, on est dans une partie plus sérieuse, plus contemplative. Chloé Zhao, elle te fait des pauses sur les images et t'es en contemplation. C'est très asiatique, tu vois. Mais là, t'es là, tu fais OK, bon, c'est comme ça. Et je comprends les gens qui trouvent que c'est... Mais parce que Chloé Zhao a une grammaire cinématographique qui lui est propre. Donc j'ai vu ses précédents films. Je suis plus ou moins sensible d'ailleurs à ces films et donc je trouve cela intéressant qu'elle s'empare effectivement qu'elle s'empare d'un matériel de base existant qui n'est pas qui est artistique, donc qui est de l'art, et elle s'en empare pour essayer aussi de se le réapproprier et de filmer un peu le monde comme elle le voit, et c'est ça que je trouve assez passionnant. La cinéphilie, c'est la même chose, hein. Tu as des cinéphiles qui sont dans la salle de cinéma, qui sont en train de voir un film, et à un moment, ils vont reconnaître une référence qui est liée à un autre film, et ils vont être heureux, et ils sont contents de voir qu'à côté, les gens n'ont pas vu. Mais en fait, là où, et puis on va pas rester trop longtemps sur ça, parce que le film, ton billet d'humeur parle aussi de d'autres choses sur lesquelles j'aimerais que tu développes, surtout le rapport à Club Dorothée. Je trouve que c'est un moment important. Mais pour revenir là-dessus, en fait, et c'est que en fait c'est ça, c'est que moi personnellement quand je suis un enfant de 76, donc le premier Superman, tout ça je connais, et c'est vrai que lorsque sont arrivées une autre manière de questionner le monde à travers les comics vers la fin des années 80, je voyais qu'il y avait un regard pour moi qui était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus travaillé. Et puis ensuite sont arrivés milieu des années 90 d'autres films, et puis Batman, enfin Nolan, tout ça, où là j'ai trouvé ça génial. Mais c'est vrai que parce que ça, il y a un moment ou un autre, il y a quelqu'un derrière la caméra, et c'est ça qui est génialissime. Mais là où où effectivement j'ai non pas que j'avais du mal, mais que ça m'interrogeait beaucoup. C'est que je pense, à mon avis, que je peux comprendre ton scepticisme parce que on est tellement passionné par cela qu'à un moment on comprend pas. Mais il faut dire aussi que ce qui a créé du mal, ce qui a créé le bordel, pardon, ce ne sont pas les spectateurs ou les cinéphiles ou les quelque peu. Non, c'est surtout ceux qui les produisent, les films.
C'est eux qui ont créé le bazar. Et c'est pour ça, après, il faut prendre mon billet d'humeur. Tu sais, Captain Morpheus, il aime titiller, si tu veux. Oui, mais moi, c'est pas respect parce que je prends tout à la lettre, je prends tout à la lettre parce que c'est par respect, c'est pour ça. Tu as raison, et on en veut. D'ailleurs, quand on regarde du côté américain, l'homme à abattre, c'est Kevin Feige. Tu vois, c'est pas les gens qui vont. J'irai pas jusque là, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qu'il faudrait peut-être mettre de côté parce que. Ah oui. Alors qu'en France, on le considère comme un génie. On dit c'est mortel Kevin Feige parce que effectivement, il a cet art de donner au public de niche ce qu'ils veulent, tout en même temps introduisant tous ces outils de marketing, parce que tu l'as très bien discerné. Ce gars-là, c'est un financier. Ce gars-là, c'est pas un producteur en fait. Mais il a compris les fans de comics. On voit bien qu'il lit pas des comics. Et d'ailleurs, il a eu une phrase terrible qui a fait basculer du côté américain l'opinion publique. Il a eu une phrase terrible qui est « Je n'ai plus besoin des lecteurs de comics pour vendre mes films ». Bon, ben à partir de là, je pense qu'il se sent très très fort parce qu'il faut se sentir très très fort pour pouvoir sortir ce genre de phrase. Mais il s'est mis toute une partie du public à dos. Il y a un YouTuber américain qui s'appelle Nerdrotic, qui lui est un ancien retail, comment on dit en français. Ça y est, je suis Jean-Claude Van Damme des fois. Je suis désolé les gens. En fait, je suis pas anglophone. T'es mal tombé avec moi. Je peux même pas comprendre. Tu vois, c'est un détaillant de comics. C'est un gars qui avait plusieurs comic book stores aux États-Unis. Ah oui, d'accord, ok. Et c'était vraiment un pro Marvel. C'est un gars qui est pas d'outu DC Comics. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il passe comme un anti-Marvel parce que justement, dès qu'il y a un film Marvel qui sort, il est très virulent, d'accord. Mais tout ce qu'il dit est juste en plus. Mais il a eu un rapport avec Kevin Feige, qui est celui des détaillants de comics envers les grosses productions cinématographiques. Et comme tu l'as pu le voir dans le documentaire, ça a eu un effet catastrophique sur la vente. D'ailleurs, il a vendu ses comic book stores. Il les a vendus parce que justement, ben voilà, pénurie, Covid, toutes ces choses-là. Et parce que déjà, c'était sur le déclin. Donc, ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est que pour moi, je suis d'accord, le public, je m'en prends au public profane, si tu veux, de ne pas faire l'effort de se renseigner au moins un minimum. Tu vois, je raconte une anecdote avec mon beau-frère, le pauvre, il va certainement regarder l'interview, mais où justement on sort du cinéma et on sort de Venom, le premier Venom. Et il me dit, c'est bizarre, la tête de Venom, on dirait celle de Spider-Man. C'est un gars qui lit pas de comics. Si tu n'as pas lu les Guerres secrètes dans les années 80 ou les reboots de Venom, tu ne sais pas qu'il est intimement lié à Spider-Man. D'ailleurs, il en a la forme parce qu'il a habité Spider-Man à un moment donné. Donc, tu vois, il y a tout ce côté-là où je me dis, mais parce que ces gens-là vont quand même aller voir les films sur des impulsions d'achat et non pas par culture, eh bien, à cause de ça, ça contribue, et je voulais faire prendre conscience aux gens de ça, que malheureusement, sans le savoir, inconsciemment, on leur en veut pas, on ne les juge pas, mais inconsciemment, ils contribuent au déclin de la culture comics pour la simple et bonne raison. Regarde, moi, quand j'étais jeune, je suis allé voir Cyrano de Bergerac avec Depardieu. Ok. Première chose que je fais en sortant du cinéma, c'est que je vais à la bibliothèque de ma mère. Je sais qu'elle avait tout. Je vais voir Edmond Rostand. Je lis le truc et je kiffe de lire le livre parce que je me dis putain, il est fort Depardieu parce que ça, il a bien retranscrit. Imagine demain, je prends Will Smith pour jouer Cyrano de Bergerac. Et puis, c'est pas avec des chapeaux et des chevaliers, c'est avec des grosses voitures. Non. Et du hip-hop. À un moment donné, il faut respecter le tu sais pas, ça peut être un bon metteur en scène derrière qui va faire quelque chose. Je grossis le trait exprès pour te dire qu'à un moment donné, oui, j'ai compris. L'essence du truc ne peut pas être trahie trop. Mais ce que tu dis, c'est exactement ce que je vis depuis plus de 20 ans, au jour le jour. À savoir, pourquoi vous vous obstinez à aller voir des films comme ça, alors qu'il y en a d'autres qui malheureusement sont peu distribués, mais allez les voir parce que en les voyant, vous leur donnez une légitimité et plus vous les voyez et plus ça va aussi créer, plusieurs pensées. On sera pas dans les. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, Captain Morpheus? C'est comme ça. Tu vois, on a un peu perdu, tu sais. Et c'est très français, ça. Tu vois, par exemple. On a perdu. Ce que je dis dans mon documentaire, il y a une résilience totale. Et je l'avais, celle-là. C'est-à-dire que moi, je partais du postulat que c'était impossible de retranscrire à l'écran ce qu'il y avait dans un comics. C'était trop. Tu vois, je partais du postulat que les gens avaient pas assez de culture pour apprécier de toute façon le truc. C'est-à-dire que là, je suis allé voir Eternals. Je sais que 80% des références, les gens sont passés à l'as. Tu vois, mais je sais pas.
il y a eu un mouvement, il y a eu un élan où, à un moment donné, je me suis dit, je vais plus être dans la résilience, je vais être dans la résistance. Et même si tu as dit le combat est perdu d'avance, eh ben moi je serais mort les armes à la main. Tu vois ce que je veux dire? Mais je te dis que le combat est perdu d'avance, mais je suis là à côté de toi et demain je publierai une autre émission qui fera 100 ou 85 vues et j'en ai strictement rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? C'est que sur Twitter, tu as posté des photos là il y a 2-3 jours. Je sais pas. Des films, des extraits de films, ouais. L'image, juste les photos, m'a donné envie de voir les films. Parce que, en fait, je savais pas, mais bon, ça après, c'est la neuroergonomie aussi. Mon cerveau répond, je suis pas cinéphile, mais quand quelque chose est bien filmé, quand quelque chose est beau, quand quelque chose est esthétique, le cerveau capte. Même si toi, tu connais pas le cinéma, tu es capable de reconnaître, ton cerveau est capable de reconnaître quelque chose qui est fait dans les règles de l'art. Tu sais, Léonard de Vinci disait tout ce qui est fait par le nombre d'or est esthétique. C'est pour ça qu'il nous a fait l'homme de Vitruve qui ressemble à rien. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai capté qu'à un moment donné, j'étais sensible à ça. Et donc, ça me donne envie d'aller plus loin. Mais si le film, et après on arrête là parce que parce que je veux pas que les gens pensent que ton billet d'humeur est uniquement axé autour de ça. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que si, une fois de plus, il y a un regard et un style et quelqu'un derrière la caméra ou quelqu'une, je peux te promettre que les gens, comment te dire, c'est pas qu'ils n'auront pas besoin de références du comics, c'est pas du tout. Je pense que ça va beaucoup je pense que ça leur donnera envie d'aller voir aussi, d'aller approfondir. Parce que majoritairement, intimement convaincu de ce que tu dis. Majoritairement, nous avons beaucoup de merde quand tu dis Marvel, pour beaucoup de gens, c'est du caca. C'est pas quelque chose de profond. Ah, mais moi, le premier. C'est pour ça que Eternals, justement, les gens qui ont été habitués, quand tu es habitué à manger du caca, tout d'un coup, on te donne un truc un peu plus élevé. Mais bizarrement, les gens vont réagir négativement parce qu'ils se sont habitués au caca. Et moi, j'ai rien contre Marvel. Les gens disent, ouais, t'es pro DC. C'est vrai que j'ai une sensibilité avec la culture DC Comics parce que j'ai travaillé, comme j'ai dit tout à l'heure, sur des sites qui sont rattachés à Superman et qui sont rattachés à cette culture-là. J'ai failli même bosser sur la BO de Man of Steel. Si vous tapez mon nom et mon prénom et vous tapez Superman à côté, c'est sur Google. Hein, je vous raconte pas notre le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut vraiment se mettre en tête que je reste intimement convaincu parce qu'on a déjà eu l'exemple. On a déjà eu l'exemple de Sam Raimi avec Spider-Man qui a reboosté les ventes de Spider-Man. Tu vois? Mais c'est ça le truc. C'est parce que ce qu'il y avait dans le film, les gens le retrouvaient dans le comics. Tu vois? Et le manga, puisqu'on va jumper là-dessus, le manga sait faire ça. Les mangas savent faire ça. C'est-à-dire que ce que tu as à l'écran dans les animés, tu l'as aussi dans le matériel de base. C'est cohérent. Il y a une cohérence entre les deux. Et surtout que, là où je suis encore d'accord avec toi, si tu fais un bon film, bien shooté, bien filmé, mais là, on parle beaucoup de gens qui sont des yes man, qui disent oui à tout au studio. Tu vois, on parle beaucoup de gens qui disent bon, il y a un cahier des charges, à ça tu fais ça, tu envoies du bubblegum, tu envoies des blagues à 2 balles, on y va. Le problème, c'est que cette recette, elle est en train de s'essouffler, mais au passage, elle aura fait beaucoup de mal à la culture du comics. Moi, c'est ce que j'ai voulu mettre en lumière. DC Comics se met à ça aussi aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'ai vu effectivement. Et Dieu sait que je suis pas, par exemple, et Dieu sait que je ne suis pas très fan de Snyder, mais on peut lui reconnaître quand même d'avoir son propre style, et ce qui est assez particulièrement intéressant. À un moment dans le billet d'humeur, tu expliques en quoi et comment la part de marché de la culture comics, des comics, s'est dégradée. Et pour toi, si je me trompe pas, il y a une date qui est importante, c'est l'apparition du Club Dorothée, et donc, c'est-à-dire un laboratoire dans lequel il y avait énormément de diffusion de dessins animés provenant du Japon. Ouais. Quels ont été, est-ce qu'il y a eu d'autres types de répercussions en dehors, et ce qui est déjà fondamentalement important, c'est-à-dire qu'on n'achetait plus de comics, est-ce qu'il y a eu d'autres répercussions? Du Club Dorothée, tu parles? Ouais, du Club Dorothée, ouais, sur le comics. Hein. Alors, le Club Dorothée, à un moment donné, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont eu le choix entre le dessin animé Hanna-Barbera, Ruby Spears, tu vois, le dessin animé américain qu'on a eu quand on
était petit, hein, on a eu Arok le barbare, on a eu tous ces trucs-là, on a eu les pierres à feu, on a eu même eu une Japanimation qui a été écorchée par Hanna-Barbera à l'époque, qui s'appelait La Bataille des planètes, Gatchaman, parce que le manga était trop sombre. Et ça, c'est important parce que je me rends compte que les jeunes lecteurs de manga, ils connaissent même pas Dorothée. Tu vois, je vais te dire, moi, mes gamines, il y en a une des deux, elle est comics à fond, et l'autre, elle est manga à fond. Tu vois, j'ai mes deux filles, et puis je peux le voir chez elles. Et elles n'ont pas connu le Club Dorothée. Mais elles ont bénéficié de toutes les infrastructures en librairie, en vidéothèque, que le Club Dorothée a généré. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, eux, ils n'ont pas connu le Club Dorothée, ils sont, si tu veux, des offspring de cette culture, si tu veux. Donc, le Club Dorothée, il amène beaucoup de Japanimation à ce moment-là, et forcément, il amène du contenu qui est extrêmement fidèle à ce qu'il y a dans les BD. Donc, forcément, les gens, moi, je me rappelle, la première fois que j'ai lu un manga, c'était dans un magazine de judo. Je faisais des arts martiaux quand j'étais petit, et à la fin du magazine de judo, il y avait quelques pages de manga. Tu vois, je me dis, tiens, c'est assez intéressant. Et si tu veux, quand tu es amoureux de la bande dessinée, quand tu es jeune, tu fais pas la distinction entre manga, comics et bande dessinée franco-belge. Tu la fais pas, la différence. D'ailleurs, si je peux faire un tout petit peu de pub, il y a ça qui vient de sortir. Ok. Goldorak. Donc, il y a de la Japanimation qui est arrivée avant Club Dorothée, qui est arrivée à Récréa 2, il me semble. Exactement. Et, si tu veux, j'utilise souvent des termes un peu religieux. Je suis désolé, les gens, c'est parce que je suis à fond dans ces sujets-là. Mais ça, c'est un œcuménisme de ce qu'on a vécu dans les années 80. C'est-à-dire que c'est donc Gonagai qui a créé Goldorak. Donc, à la base, c'est un manga. Cette œuvre-là, on a le côté manga, on a quasiment le dessin du comics, la mise en scène du comics et le format franco-belge. C'est-à-dire que ça, c'était notre culture bande dessinée quand on était petit. D'accord ? Et c'est vrai que, justement, on a besoin de plus d'œuvres comme ça qui vont rassembler les styles. Maintenant, le manga, le Club Dorothée, je pense que ça a eu un impact, tout AB Productions, sur énormément de choses culturellement. Tu vois, là, je vais faire le Toulouse Game Show à Toulouse. Il y a beaucoup d'acteurs américains. Et au milieu, tu as Hélène Rollès, Patrick Puydeba. Tu vois, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. tu vois ce que je veux dire? Donc, tu te retrouves. Alors là, pour le coup, on a eu beaucoup de charcutage des mangas. Et pour le coup, quand on parle d'AB Productions, on a eu beaucoup de, on va dire, ça ressemble à quoi? Une telenovela française édulcorée, un peu bébête, on va appeler ça. Et je pense que oui, ça a eu un impact sur le comics, mais ça a eu un impact sur les jeunes de cette époque. Tout simplement. Et on a commencé peut-être à travailler le cerveau des gens, à regarder et à s'intéresser à des choses beaucoup moins poussées. Parce que tu vois, là, mon prochain reportage, c'est sur Superman. D'accord ? Je vais faire un truc sur Superman et pourquoi il ne fait pas l'unanimité chez les gens. Et justement, je vais montrer ça. Je vais montrer que dans le comics, tu le disais très bien tout à l'heure, il y a toute une vision sociale, il y a tout un regard de cet être venu d'ailleurs sur la société. Tu vois, tu as le regard de la population, qu'est-ce que ça implique au niveau politique, qu'est-ce que ça, tu vois, c'est un gars qui enfreint l'espace aérien de tous les pays tout le temps. Quel est l'impact sur la psychologie des humains? Quel est l'impact sur la psychologie à lui? Il y a des œuvres sur Superman qui sont juste sublimes. Mais la seule chose qu'on a retenue de Superman, c'est 1978, Christophe Reeves, et la série animée qui est passée il n'y a pas si longtemps de Bruce Timm. Et pour les gens, Superman, c'est ça. Et donc, du coup, on se coupe de toute une partie. Et pour moi, le Club Dorothée, sur le plan de vue culturel, c'est un peu ça, en fait. Arrête de réfléchir, regarde. Et là, il y a une fille, je crois, elle s'appelle Ouda. Elle est en train de retraduire tous les Dragon Ball. Elle est en train de tous les retraduire parce que déjà à l'époque, il y avait très peu de gens qui parlaient japonais en France, vraiment jusqu'au point de traduire des œuvres. D'accord ? Et surtout, ça trahit l'œuvre de base. Il y a un ton beaucoup plus sérieux, par exemple, dans un Nicky Larson. Tu as un ton beaucoup plus sérieux dans un Dragon Ball. Il y a vraiment des choses qui sont... et d'ailleurs, ils les ont édulcorées pour satisfaire une certaine audience, c'est-à-dire un public très jeune. Tu vois ? Donc pour moi, le Club Dorothée, on a tous un côté romantique. Quand on passe à Dorothée, c'est une époque de notre... Moi, je commençais déjà à être un Club Dorothée, je commençais à avoir 11-12 ans quand même.
déjà à cette époque-là. Donc, je commençais à me détacher. Chevalier du Zodiaque à fond. Bien sûr, je suis rentré là-dedans, mais ça m'a pas forcément poussé vers le manga. Je lisais des mangas, mais ça m'a pas détaché du comics parce que je retrouvais pas dans la Japanimation ou dans la culture japonaise ce qu'il y avait dans le comics. Tu vois, ça c'était ma sensibilité. Mais je pense que le Club Dorothée nous a fait du bien, nous fait du bien notre nostalgie aujourd'hui, mais a fait du mal un peu à la culture. Voilà. Le billet d'humeur qui dure plus de 2 heures se retrouve, vous pouvez trouver le lien dans le descriptif de cette vidéo. En gros, pour présenter un peu comment cela se passe, tu sollicites certains confrères et une consoeur aussi d'ailleurs qui s'appelle Alexandra, et tu es assez impressionné par son érudition. Il y a aussi des spécialistes purs et durs comme ce libraire à Nice qui est d'ailleurs le film tu dédicaces le film à ton libraire qui a été une espèce de passeur pour toi et qui malheureusement a dû fermer son magasin. Et puis un moment dans le film, donc ça parle de tu es un passeur, tu discutes, tu dialogues avec d'autres passeurs. J'aimerais savoir, pour plus ou moins clôturer cette conversation, savoir aussi un peu ce qu'il en est, parce que on a parlé du Club Dorothée, on a parlé de la cinéphilie, de comment eux perçoivent les films, on a parlé aussi des spectateurs profanes, on a parlé de plein de choses, des Américains, mais nous ici en France, les passeurs, ceux qui transmettent, pour toi, quel est tu en parles dès le début du film, du billet d'humeur, mais les confrères, consoeurs, youtubeurs dans ce laboratoire comme ça d'images et de sons, est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu entretiens? Est-ce qu'il y a des passeurs qui prennent, qui questionnent sérieusement cette adaptation cinématographique, qui prennent le temps et de bien comprendre un peu ce qu'il en est? Disons que dans le YouTube game, je pense qu'il y a deux vitesses. Il y a des gens comme les gens que j'ai invités, et surtout ce que j'ai remarqué, c'est que en leur donnant la parole, j'ai un peu libéré leur parole. C'est-à-dire qu'ils ont dit des choses qu'on les entend pas forcément dire dans leurs vidéos. Mais il y a quelque chose qui est sorti de ça. Il y avait comme une espèce de thérapie qui est apparue. Et d'ailleurs, les interviews, je vais les mettre en ligne en entier. Parce que là, j'ai mis un petit bout, mais je vais les mettre en entier. Et les interviews qui devaient durer 20-30 minutes, ils ont duré 1 heure, 1h45, des fois 2 heures, 3 heures. Et on voit Camille Pascal, à un moment donné, qui parle vraiment avec le cœur, il y a quelque chose qui sort de son thorax à ce moment-là. Et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, OK, à un moment donné, même s'ils n'ont pas la même culture outre-Atlantique, il y a un lien viscéral entre eux et le comics qui fait qu'ils vont avoir un certain positionnement et une certaine façon de voir les choses. Tu as très bien parlé d'Alexandra. Alexandra, elle me fait penser aux filles qu'il y a outre-Atlantique. C'est pareil. Il n'y a aucune différence entre Alexandra et une fan de Batman aux États-Unis. Zéro. Tu vois, et surtout qu'elle s'implique. Surtout, moi, ce que je voulais amener aussi par ce documentaire, c'est pas juste à un moment donné montrer du doigt des choses, c'est aussi apporter des solutions. Tu vois, et elle apporte des solutions vraiment très tangibles. Moi, j'en apporte aussi par mon amour du comics et en distribuant le maximum que je peux dans mes émissions. Je fais beaucoup de cadeaux comics. Mais c'est vrai que le YouTube game, en règle générale, justement, je le montre dès le départ, il y a, comme on a dit tout à l'heure, vu qu'il y a un niveau d'exigence beaucoup plus bas, il y a une excitation beaucoup plus haute à l'arrivée d'un film. Il n'y a plus le sens critique. C'est-à-dire qu'on est en mi-chemin entre l'innovateur et le early adopter dont je te parlais, c'est-à-dire le gars qui va consommer quoi qu'il arrive, qui est même en manque du prochain film Marvel qui va sortir et que dès que il voit le logo Marvel Studios, il est en transe, tu vois, et tu te rends compte très vite quand tu regardes les vidéos de ces youtubeurs, sans critique, sans jugement, c'est des gens qui, au niveau de la culture comics, n'ont pas lu de comics ou très peu. Donc forcément, des fois, je les envie d'avoir ce niveau d'excitation parce que moi, je suis trop culturé comicsement, comme je dis, tu vois, j'invente des mots. Pour pouvoir me hyper autant, tu vois. Et du côté américain, il y a une autre dynamique, si tu veux. Et en discutant avec, par exemple, des gars comme Anto, des gars comme Comics Guardian, je me rends compte que eux, ils ont vraiment une culture comics profonde, mais comme moi, ils sont immergés, entourés de personnes qui, eux, n'ont qu'une culture cinématographique de ces histoires. Et donc, du coup, on est un peu en... Voilà. Et le fait de se rassembler dans ce documentaire, j'ai vu que ça faisait du bien à tout le monde parce que, voilà, on a créé une espèce de petite bulle. Et dans cette bulle-là, les gens ont pu s'exprimer. Donc, moi,
la vision que j'ai par rapport à ça, c'est qu'il y a deux vitesses. Et aujourd'hui, je vois que, par exemple, il y a Eddie, le serial vlogger, il a une chronique spéciale, lecture de comics. On va décrypter le comics, comment on décrypte un film, l'image, la colorimétrie, enfin les couleurs, le lettrage. On rentre vraiment, là on commence, il y a quelque chose qui est en train de naître. Je dis pas que ça vient de mon documentaire, mais il y a une étincelle qui s'est allumée et les gens ont compris que effectivement, à un moment donné, peut-être que si tu veux pas en manger une, peut-être que tu te renseignes un minimum. Donc je reste, c'est pour ça que je te disais, je reste plein d'espoir et je reste aussi, ça s'est fini positivement parce que en fait, au début, j'avais un questionnement, j'avais pas un postulat arrêté. Mais j'avais un questionnement. Le questionnement, il s'est dit, OK, il y a des gens quand même qui font le taf. Il y a des gens qui font l'effort de s'y mettre. J'entends de plus en plus de YouTubeurs. Je vais acheter des comics. Je m'intéresse aux comics. Maintenant, je vais lire le comics avant d'aller voir le film. Ça leur permet déjà d'avoir des références, de ne pas passer à côté de trucs importants. Tu vois? Et si je pourrais conclure par rapport à ça, c'est que par rapport à Zack Snyder, je peux comprendre que esthétiquement ou au niveau technique, des gens n'aiment pas ce qu'il fait. Ça, j'ai pas de problème là-dessus. Ou idéologiquement. Ou voilà. Idéologiquement aussi. Mais c'est le seul aujourd'hui qui a réussi à montrer au petit garçon que j'étais à prendre ce qu'il y avait dans le comics et à le mettre à l'écran. Et juste ça a fait que boum, j'ai basculé vraiment dans quelque chose où je me dis, en fait, c'est possible. Et à partir, je vais te raconter une histoire qu'on nous apprend en cours de neuroergonomie, c'est l'histoire de Roger Bannister. Roger Bannister, en fait, c'était un athlète. Et à l'époque, les médecins disaient que tu pouvais plus courir 10 miles en moins de 4 minutes. C'était pas possible pour le corps humain. D'accord? C'était pas possible de faire ça. Et je sais pas si c'est 10 miles ou 1 mile. Enfin, peu importe la distance. Et donc, tous les athlètes ne descendent. Et lui, comme il ne lisait pas la presse médicale, un jour, il est descendu en dessous des 4 minutes. Si tu veux. Et du coup, les autres athlètes se sont rendus compte que c'était possible. Et c'est là qu'on a commencé à avoir les records en athlétisme et que les gens sont allés plus loin, plus vite, plus fort. Parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, c'est possible. Moi, j'étais comme tout le monde. J'étais résilient. J'ai dit, on n'aura jamais à l'écran ce qu'il y a dans les comics. C'est pas possible. Jusqu'à la Zack Snyder Justice League. Là, j'étais sur mon canapé. Je regardais ma femme. Elle me regardait. Elle comprenait pas ce qui se passait. J'ai même fait la roue dans mon salon pour de vrai. D'accord? Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, ça y est. Et des fois, j'ai peur, parce que je me dis, s'il faut, ça sera une fois dans ma vie et que ça continuera pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se bat pour que le Snyderverse soit restauré. Au-delà de Zack Snyder, on défend l'idée que si tu respectes à un certain niveau le cinéma et le comics, tu vas avoir ce genre d'œuvre. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont capables de le faire. Sam Raimi avait commencé. Ang Lee a commencé, mais un peu trop. Lui, il a fait un peu trop comics. Il y avait quasiment des cases de comics dans son film. Je suis sûr que d'autres sont capables. Mais nous, ce qu'on défend, surtout, c'est cette idée que si tu respectes les deux, même le profane va apprécier. Et c'est là que je suis d'accord avec toi. C'est que même le profane cinéphile, si c'est bien filmé, il va apprécier quand même. Tu vois? Et bien, pour moi, c'est valable dans les deux côtés. Et c'est ce qui est ressorti de mon documentaire. Et je le dis, j'ai beaucoup d'autodérision. C'est que, effectivement, des fois, j'ai l'impression d'être le vieux con qui est tout le temps en train de rabâcher. Ouais, mais non, ouais, mais non, ouais, mais non. Mais j'ai pris ce postulat parce que je suis entouré que de cinéphiles et que si moi, je me positionne pas comme ça, je vais me faire absorber et la culture comics avec. Donc, je continue et je me bats pour la culture comics et je me battrai aussi pour le cinéma, pour qu'on ait un cinéma de qualité parce que là, je suis d'accord avec toi. Jusqu'à présent, je pense que les gens sur Eternals, vu qu'ils vont avoir un bon film, pour le coup, il y a des gens qui ne sont pas prêts. C'est vrai. Voilà. Alors, on va vraiment conclure, mais pour cela, et tu en as un peu parlé pendant l'émission, enfin, tu en as un peu parlé, tu l'as évoqué une seule fois, tu as évoqué le Toulouse Game Show. Alors, Toulouse Game Show, si tu évoques ça, il faut absolument que tu parles des Vengeurs de Condor. Ouais. Parce que moi, je sais ce que c'est. C'est comme ça, d'ailleurs, je vous ai connus tous. Non, c'est plutôt grâce à Merege, ça devient un pléonasme grâce à Merege. Donc, oui. Non, c'est grâce à Merege que je t'ai connu, puis ensuite les Vengeurs de Condor. Donc, les Vengeurs de Condor, les projets avec les Vengeurs de Condor, et puis Toulouse Game Show, j'aimerais bien que tu parles de tout ça, parce que je pense que c'est important. Ok, oui. Alors, les Vengeurs de Condor, en fait, c'est des gens qui, c'est une impulsion qui est née à la base de John Ali, en fait, si tu veux, avec son projet Us United. Et c'est justement à la sortie, moi, ma chaîne est née après la Zack Snyder Justice League. C'est-à-dire que avant ça, je ne me sentais pas le courage ou l'énergie
de faire ça parce que je me dis je vais dans un mur. Tu sais, quand j'étais un peu comme toi, j'étais défaitiste, j'avais toute ma culture comics, Superman et tout, mais voilà, j'avais du mal à franchir le pas. Pourtant, j'ai eu des chaînes YouTube avant, j'ai fait d'autres choses dans d'autres vies. Mais ce qui se passe là, c'est qu'il y a une émulsion. Justement, tous les gens qui étaient un peu mérégiens, tout ça, on s'est réunis et on s'est dit, tiens, aux États-Unis, il y a ce mouvement qui était Release the Snyder Cut, dont faisait partie John, mais ils sont très organisés, c'est-à-dire ils ont des cellules. C'est pour ça d'ailleurs que le film a vu le jour, hein, parce qu'ils ont loué des avions avec des pubs. Ils ont fait vraiment un forcing, mais parce qu'ils étaient organisés. Il y avait des cellules bien placées. En France, le mouvement, il est un peu disparate et mal organisé. Donc moi, à l'époque, j'ai du temps et j'ai des moyens. Donc j'ai dit, tiens, je vais organiser une cellule et c'est les Vengeurs de Kandor. Donc on se retrouve tous les vendredis, enfin un vendredi sur deux, pour parler de l'actualité de Zack Snyder, pour parler de l'actualité du mouvement, pour parler de l'actualité DC Comics. Donc ça, c'est nous. Sur donc, ta chaîne. Sur ta chaîne. L'écologie, oui. Et ensuite, donc, on a commencé à immerger des Vengeurs de Kandor, plusieurs projets, dont moi, tu sais, je veux défendre le comics. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé ma propre maison d'édition et on est en train de créer notre premier comics qui s'appelle Les Chroniques de Kandor, l'ADN des dieux, et justement qui est très snyderien dans le sens où c'est très ça s'appelle l'ADN divin parce qu'il a ce côté un peu The Gods Among Us et nous on a créé un comics un peu dans ce sens-là. Et donc il y a le comics qui a vu le jour. Bon, au début c'était un délire, ça a fini en maison d'édition. Donc il y a les maisons d'édition CTOR qui sont apparues et Geekology Comics, du même nom que ma chaîne. Donc avec ce premier comics. Ensuite, on a été contacté. Alors pourtant, on a des petites chaînes, on n'a pas des grosses chaînes comme certains gros youtubeurs qui parlent des mêmes sujets. Mais moi, j'ai contacté le TGS et du coup, ils ont été tout de suite emballés par le mouvement. Donc le Toulouse Game Show, je dirais pas, c'est l'équivalent Comic-Con américain qui sont des grosses conventions de comics. Là, on est plutôt il y a une grosse communauté manga. Il y a une grosse communauté AB Productions, Dorothée, dans ce genre de trucs. Ah oui, mais les conventions en France, c'est 80% de manga et 20% du reste. Donc nous déjà on arrivait avec un truc qui n'était pas manga, qui était beaucoup plus comics, donc du coup ça en manque, et surtout DC Comics et encore plus le mouvement Restore the Snyderverse. Donc on va faire une conférence justement pour expliquer le mouvement, on a une grosse conférence pour proposer ça et aussi présenter, donc là on a fait une brochure pour présenter le comics et commencer les préventes de l'œuvre papier qui va sortir de tout ça. Voilà. Est-ce que ce sera filmé cette conférence et on pourra la voir en replay plus tard? Alors, tout à fait. Là, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Il y aura un fil rouge déjà en live toute la journée pour le Toulouse Game Show. Et il y aura un making of, un peu une caméra, un peu les yeux dans les Vengeurs, on va appeler ça, comme les yeux dans les Bleus de l'équipe de France, tu vois. Et il y aura un making of de tout ce qui va se passer en off, que les gens verront pas forcément, les gens qui n'auront pas la chance de venir. Il y a beaucoup de monde qui vient. Je reçois des mails de réservation, je reçois plein de trucs et tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont venir. Merci à eux. Et je profite d'être là pour remercier aussi tous les gens qui m'envoient des emails par rapport au billet d'humeur de 2 heures que j'ai fait et que vraiment tout le monde est bienveillant, tout le monde discute dans une belle discussion comme j'ai pu avoir avec toi aujourd'hui et je suis bien content. Voilà. Rappelle-moi s'il te plaît les dates du Toulouse Game Show. Le Toulouse Game Show, c'est le week-end du 27 et 28 novembre et c'est au nouveau parc des expositions de Toulouse qui est magnifique, qui est un objet, on dirait un vaisseau spatial. Et vraiment, pour ceux qui auront la chance de venir, c'est vraiment un endroit idyllique pour faire ce genre de choses. On retrouve un petit peu cette culture américaine des conventions. Et là, il y a du cosplay, tu sais, t'as des gens qui sont déguisés en super-héros, en manga. C'est vraiment sympa à vivre. Moi, j'ai vécu les Comic-Con à Los Angeles, à San Diego exactement, quand j'étais outre-Atlantique. C'est des moments qui restent gravés dans la tête. Bon, je dis pas que le TGS, c'est quelque chose comme ça, mais déjà de le faire, d'y participer, c'est très bien. C'était un plaisir, Geekology, de taper la discute avec toi et j'espère que tu n'as pas trop subi mes questions un peu. Ah non, au contraire. Moi, je suis pour la discussion. Je suis quelqu'un de pas fermé, mais en revanche, voilà, je défends ma culture, ce qui est normal, et puis je comprends. Et moi, toujours quand je suis pas en désaccord, mais un petit peu
confrontation avec une culture, moi, j'ai plutôt tendance à y aller pour le coup. Moi qui suis un citadin, ça m'a pas fait peur d'aller m'immerger dans des tribus aborigènes ou amérindiennes parce que j'ai besoin de me confronter à ça, parce que j'ai besoin de comprendre l'autre. Donc, c'est dans la compréhension qu'on va se sortir de ce genre de truc et c'est pas dans la confrontation. Voilà. Le lien de la chaîne de Geekologie dans le descriptif, le lien bien évidemment du billet d'humeur, Z sérieux, la culture comics en France c'est dur dans le descriptif et je rajouterai aussi bien évidemment les dates et le lien du site du Toulouse Game Show afin que si peut-être l'envie vous en prenez d'aller réserver vos places et d'aller les voir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu présent à l'interview et enfin à l'invitation et c'était un plaisir. Et je rappelle aussi que les Vengeurs du Condor c'est un vendredi sur 2 sur la chaîne de Geekologie. Allez-y parce qu'ils sont vraiment très sympathiques. Ils sont fous, mais ils sont sympas. Ils sont comme les cinéphiles en gros. Voilà, c'est des cinéphiles aussi. Merci. Tu pouvais pas mieux nous décrire, on est fous. Ah ouais, vous êtes complètement malade. Merci beaucoup. D'ailleurs, l'émission elle aurait entièrement et spécialement dédiée à tous les Vengeurs et il y a une Vengeresse, je crois, de Condor si je me trompe pas. Il y en a deux. Il y en a trois Vengeresses, attention, c'est la folie. Donc, cette émission leur est spécialement dédiée. Merci en tout cas. Bye bye. Merci. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.